docteur, le 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale. Beaucoup ont juste connaissance de ce que c'est que la santé physique, mais l'aspect mental nous échappe la plupart des temps. Qu'est-ce que c'est que cette santé? Pourquoi est-il important de la préserver? J'accueille sur ce plateau d'entretien aujourd'hui Ibrahim Atinemou. Il est psychologue de l'enfant et du développement, aumônier universitaire et scolaire de l'Afrique francophone. Ibrahim Atinemou, soyez le bienvenu. Merci. Pourriez-vous nous expliquer brièvement l'importance de cette journée mondiale de la santé mentale? D'accord, merci pour la question. L'importance de la journée mondiale de la santé mentale se résume en quelques points. D'abord, premièrement, c'est de sensibiliser le public. Et la sensibilisation du public consiste à pouvoir éveiller les consciences afin de mettre fin, de casser les barrières des stigmates autour de la santé mentale. Deuxièmement, c'est de faire la promotion de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut encourager l'investissement et les efforts de la recherche afin de mettre en place des systèmes bien adaptés pour trouver les traitements adéquats. Et troisièmement, la journée mondiale de la santé mentale elle est importante parce qu'il faut mettre l'accent sur le besoin, souligner le besoin. Et à ce point, cela consiste à pouvoir mettre la lumière sur les besoins spécifiques des maladies mentales, j'allais dire des maladies mentales, et de pouvoir faire la promotion aussi de l'accès aux soins. Et pourquoi est-il essentiel de parler de cette santé mentale aujourd'hui? Il est essentiel de parler de la santé mentale de nos jours aujourd'hui parce que c'est tellement crucial. Parce que si on peut dire que c'est un phénomène ou un fléau qui fait rage, s'il faut le dire, parce que les troubles mentaux affectent des millions de personnes dans le monde. Et cela a un impact récurrent sur la vie de ces personnes qui sont atteintes de ces maladies. Alors il est essentiel de parler de la maladie mentale, de la santé mentale. Comment définirez-vous la santé mentale et comment se distingue-t-elle de la santé physique? Bon, les définitions varient, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être où l'individu est capable de faire face aux défis de la vie, de pouvoir réaliser son plein potentiel. On a beaucoup plus connaissance de la santé physique alors? Justement, la santé physique. Ce qu'il faut retenir de la différence, c'est que la santé mentale s'intéresse au comportement. Et il s'intéresse aussi beaucoup plus à ce qu'on appelle en psychologie la boîte noire. Dans la boîte noire, c'est ce qui ne peut pas être dit mais qui s'exprime. On a par exemple les pensées, on a les émotions. Et c'est à partir de là qu'on peut voir une grande différence entre la santé mentale et la santé physique. Quelles sont les principales causes ou facteurs de risque de troubles de santé mentale? Les causes ou les facteurs de risque sont nombreuses, mais il faut retenir en premier lieu, nous avons les causes génétiques. Déjà, les causes génétiques, il y a plusieurs études qui l'ont démontré déjà. Parce qu'il y a d'autres troubles mentaux dont les recherches ont révélé qu'il y a des gènes qui sont responsables de cela et qui se retrouvent dans la communication neuronale et dans la modification, l'évolution du cerveau, de l'enfance jusqu'à l'âge mature. Cela peut être héréditaire alors? Possible. Puisque vous parlez de génétique? Possible, mais on ne peut pas se focaliser, dire à 100% que les troubles mentaux sont génétiques, parce qu'il y a aussi d'autres causes. Si ces causes ne sont pas génétiques, elles peuvent être environnementales. Parce que là où l'être humain ou l'individu vit, ça peut être provoqué par un traumatisme, un viol ou autre chose. Et nous avons aussi les facteurs psychologiques. Dans les facteurs psychologiques, nous parlons beaucoup plus de la personnalité de l'individu. Ce sont aussi des causes, parce que nous savons que les personnalités varient d'un individu à un autre. Voici les quelques facteurs clés. Sinon, il y a plusieurs facteurs qui provoquent ou bien qui sont source de troubles mentaux. Puisque vous êtes psychologue de l'enfant et du développement, pourquoi est-il crucial de se concentrer sur la santé des enfants et des adolescents? Et puisqu'on parle de la journée qui est dédiée à la santé mentale,
Pourquoi faille-t-il se concentrer sur la santé mentale de ces catégories de personnes? Il est primordial de pouvoir se concentrer sur les enfants et les adolescents pendant cette journée mondiale de la santé mentale, parce que les enfants et les adolescents sont les plus vulnérables. Ils sont les plus vulnérables. Par rapport aux adultes, les enfants ne sont pas beaucoup plus résilients. Ils sont vulnérables. Alors que les adultes peuvent manifester une certaine capacité de résilience, ils peuvent quand même résister à un certain niveau. Alors que les enfants, ils peuvent pas, ils sont fragiles. Oui. À partir de quel âge les parents devraient-ils commencer à véritablement se soucier de la santé mentale des enfants? Tout a besoin d'une attention. Et les parents doivent véritablement mettre l'accent sur la question de la santé mentale dès la naissance. Dès la naissance, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer, parce que ça peut avoir des répercussions plus tard. Une petite négligence à la naissance peut avoir une grande conséquence peut-être au cours de la croissance, ou bien à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc il faut véritablement que les parents, dès la naissance, puissent déjà chercher à checker si l'enfant est en bonne santé mentale ou bien s'il ne l'est pas. Et l'autre chose, c'est aussi de pouvoir communiquer avec les personnels de la santé mentale. La santé mentale, puisque vous le dites, s'il faut communiquer avec le personnel de la santé mentale, ce sont lesquels, on sait déjà que vous êtes psychologue, quels sont ces spécialistes qui peuvent intervenir également pour apporter leur assistance aux familles? Ok. Dans la catégorie des psychologues, on en a beaucoup. Oui. Il y a les psychologues qui sont spécialisés dans l'étude de l'enfant et le développement, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence à un certain âge. Il y a des psychologues qui sont dans le monde social, dans le monde du travail, etc. Le plus particulièrement pour les parents, ils doivent d'abord se rapprocher de deux catégories. La première catégorie qui est le psychologue de l'enfant et du développement, mais aussi tenir compte du pédiatre. Oui. Parce que les deux ne sont pas éloignés. Parce que même si les parents viennent en consultation chez le psychologue, il y aura un certain niveau, le psychologue va les référer vers le pédiatre pour certaines choses. Et même s'ils viennent voir le pédiatre, à un certain niveau, il va les référer vers le psychologue. Donc les parents doivent tenir compte de cela. Quelle différence observe-t-on dans les troubles de la santé mentale chez les enfants et chez les adultes? La seule différence que je pourrais dire, c'est au niveau des manifestations. Les manifestations ne sont pas les mêmes. Il y a une différence parce que tout à l'heure j'étais en train de dire que les enfants sont les plus fragiles, ils sont les plus vulnérables. Donc chez les enfants ça peut vite se déclencher, alors que chez les grandes personnes il y a la capacité de résilience qui va prendre encore le dessus à un certain niveau. Donc, voilà. Un caractère un peu fort. Quelles ressources recommanderiez-vous aux parents et aux enseignants pour mieux comprendre et gérer la santé mentale des enfants, puisque nous sommes aussi déjà à la prise des cours? Qu'est-ce que vous pouvez recommander? La première chose que je pourrais recommander, c'est la communication. Parce que même si les parents viennent voir le psychologue va toujours leur parler de la communication. Parce que la communication est toujours la base. Elle est la base. Elle est la première ressource. Il faudrait que les parents à la maison, les enseignants à l'école puissent développer cette manière de pouvoir communiquer avec l'enfant pour l'amener à s'ouvrir, pour l'amener à pouvoir s'exprimer. Parce qu'on dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc il faudrait amener l'enfant à pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Donc les parents ne peuvent pas forcément aller voir un psychologue. On va voir un psychologue lorsque le cas devient critique. Mais avec la communication, déjà, les parents peuvent résoudre à un certain niveau ce problème. Et l'autre chose, c'est que les parents doivent aussi, chercher à prendre connaissance des nouvelles méthodes. Parce qu'il y a des parents qui se disent non, son rôle c'est de nourrir l'enfant.
alors que le premier psychologue de l'enfant, c'est d'abord le parent. C'est le parent, oui. Donc, les parents doivent prendre attache à pouvoir aller sur peut-être le net, apprendre quelque chose sur leur enfant, demander des questions, se renseigner. Et nous avons plein de choses, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous avons plein d'articles qui s'intéressent aux enfants, au développement des enfants. Et je crois que ça peut être la deuxième ressource. Et troisième ressource, en dernier lieu, c'est là où il faut, pas en dernier lieu, mais en troisième position, après avoir communiqué avec l'enfant, après avoir pris connaissance, il faut maintenant voir le psychologue, si on est dépassé. Parce que si on se lève, du coup, bon, au Tchad, on n'est pas encore arrivé à ce niveau où les frais de consultation ne sont pas. Oui, justement, j'allais en venir. On ne vous côtoie pas tellement. Et est-ce que c'est vous qui êtes un peu caché? Est-ce que vous n'êtes pas nombreux? C'est quoi un peu la question à ce niveau? La question à ce niveau, c'est la valorisation. Parce qu'on se focalise beaucoup plus au Tchad sur la santé physique. Oui. Et bon, il est bien vrai que mes collègues, si je peux le dire ainsi, les médecins, apprennent aussi la psychologie là-bas, dans leur faculté. Mais il faudrait à un certain niveau aussi laisser certaines spécialités à ceux du domaine. Au Tchad, on n'est pas trop intéressé par rapport à cela parce qu'on met cela peut-être en deuxième position. Non, c'est pas trop important. Mais si on était en Europe, les consultations, ça coûte cher. Chaque famille. Vous serez débordé. Mais bon, vu qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, je crois que les parents peuvent profiter de la gratuité maintenant, parce qu'à un certain niveau, les tendances vont changer. Mais on sent que quand même les besoins se font sentir et la population tchadienne en a besoin. Tellement, on en a besoin parce que lorsque on se réfère à l'histoire du Tchad, la population du Tchad, que ce soit pas seulement ceux qui sont déjà partis, mais ceux qui sont encore en vie, parce que l'histoire elle se raconte, l'histoire elle se vit. Il y a la question du traumatisme qui se vit. Donc il faudrait qu'on puisse en prendre compte de cela. Et il y a un grand besoin, tellement grand, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine du travail, tout, il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin évidemment. Existe-t-il des programmes ou des initiatives spécifiques qui se concentrent sur le bien-être mental des jeunes dans notre région, ici au Tchad, ou bien un peu partout en province, si vous avez connaissance de ces programmes? Les programmes spécifiques concernant la santé mentale restent encore un grand défi au Tchad. C'est vrai qu'il y a des ONG qui sont en train de faire un excellent travail que j'apprécie déjà. Il faut un excellent travail, mais il y a une limite. Nous savons toujours que certaines missions, certaines ONG ne sont pas à long terme. Ce sont des missions à court terme. Et la question c'est de savoir le début du travail avec les patients. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Je me demande qu'est-ce qui se passe après 6 mois de travail, de relation d'aide. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que la thérapie n'est pas à vie, à un certain niveau. Donc, voilà pourquoi j'apprécie déjà le travail, mais il faudrait qu'on puisse déjà penser à développer des programmes spécifiques. Je parle particulièrement au gouvernement, puisque nous tous, nous faisons partie du pays. Il faudrait qu'on puisse développer des programmes spécifiques, ces programmes-là qui, en même temps, à côté des programmes des ONG, mixés, nous ferons un excellent travail. Parce que les situations ne s'arrêtent pas. Elles vont à long terme, les traumatismes. Prenons par exemple le cas des troubles post-traumatiques. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir un traumatisme, on ignore cela, mais après quelques années, ça revient, ça ressurgit. Alors, si on a déjà des programmes spécifiques qui sont déjà mis en place, ça veut dire que après cela, on pourra continuer le travail. Donc, il y a des programmes qui sont en train d'être faits par les ONG, mais il faudrait que le gouvernement puisse encore accentuer, mettre une mise dessus, pour que cela puisse être
véritablement faite comme la santé physique, où on voit comment, au moins dans certains coins reculés, on trouve au moins un centre de santé, même si c'est une seule chambre. Alors pourquoi ne pas aussi avoir une chambre quelque part où ça peut être un centre d'écoute, un centre de consultation psychologique. Ces programmes peuvent être aussi adaptés aux établissements scolaires, aux centres de santé. Possible. Et je ne sais pas le nombre exact des psychologues au Tchad, le nombre exact des écoles au Tchad qui ont déjà des psychologues, parce que je ne sais pas encore. Et parce que je suis actuellement psychologue dans une école. Donc, il y a un grand besoin même à l'école pour que nous puissions arriver à déclencher des bonnes performances scolaires, pour que nous puissions accompagner les enseignants à pouvoir enseigner efficacement les enfants. Parce que nous sommes en train d'arriver dans un monde où il faudrait que les choses puissent être touchées du bout de doigt. L'enfant ne peut pas venir simplement à l'école. Je lui enseigne par exemple le calcul. Alors qu'à cause peut-être on l'a envoyé au marché. Un exemple simple, on l'a envoyé au marché, il allait acheter quelque chose et qu'il y a eu une certaine erreur de calcul. Maintenant, quand il arrive maintenant à l'école, il apprend les calculs. C'est vrai que ça va le faire réveiller l'esprit, il va prendre conscience de certaines choses, mais ça va aussi lui faire réveiller un traumatisme s'il a été battu. Oui. Donc il faudrait que les psychologues dans l'école puissent toucher du bout de doigt certaines choses. Donc nous accompagnons les enseignants à pouvoir dans les matières enseignées, de pouvoir accompagner véritablement les enfants pour ne pas que nous puissions au Tchad former des cadres qui ont des troubles, qui sont pas dire des malades mentaux, mais qui ont certains troubles cachés, enfouis en eux. Parce que tard, ça va ressurgir. Oui. Et franchement, ça risque d'être autre chose si la personne se retrouve peut-être dans un poste stratégique du gouvernement et il a un traumatisme. Ce n'est pas seulement lui qui va souffrir, mais ça sera son entourage. Si son entourage souffre, ce sera le Tchad qui va souffrir. Dites-nous, quelle initiative supplémentaire aimeriez-vous voir pour améliorer la prise en charge de la santé mentale des enfants? Vous êtes psychologue des enfants, on parle beaucoup plus des enfants cette journée. Bon, plus particulièrement, c'est que les parents puissent, puissent être ouverts à pouvoir nous accompagner. Parce que ce sont leurs enfants et nous venons pour les aider. Alors si on vient pour aider ces enfants et que les parents sont réticents, c'est compliqué. Donc il faudrait que les parents puissent s'ouvrir. Et je dirais que l'autre chose, c'est aussi de valoriser. Quand je parle ici de valoriser, c'est qu'il faudrait que les psychologues qui sont déjà au Tchad puissent se valoriser eux-mêmes. Parce que si tu ne valorises pas ton travail, personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Parce que pour pouvoir réaliser quelque chose, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Il faudrait déjà que nous puissions bâtir sur cette motivation intrinsèque à pouvoir nous lancer, même s'il n'y a rien encore, prendre le risque de pouvoir faire quelque chose pour que nous puissions arriver à réaliser. Et pour le futur, moi je dirais plutôt qu'il faut beaucoup plutôt maximiser sur le présent. Quand je dis qu'il faut maximiser sur le présent, c'est que les actions que les psychologues peuvent mettre en place ou faire dans le futur doivent être déjà mises en place aujourd'hui. Quand je parle de cela, de l'ordre national des psychologues par exemple, qui peut mieux contrôler. Parce que jusqu'à là, on n'a pas un ordre national des psychologues au Tchad. Et chacun évolue de son côté. C'est vrai qu'on est en train de se battre pour cela, mais il y a encore un grand défi. Donc, s'il y a déjà un ordre national des psychologues, c'est-à-dire que même s'il y a un besoin quelque part, ça serait mieux contrôlé. Pour ne pas que demain, un psychologue soit en train de faire une consultation quelque part et qu'il y ait des conséquences. C'est-à-dire qu'il n'est pas sous le contrôle. Parce que quelquefois, il faut une couverture pour nous aider le mieux.
il faut une couverture. Mais actuellement, nous évoluons sur le mois, c'est vrai. Mais nous espérons que d'ici peu, nous allons pouvoir être réunis en ordre. Il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Et dans le cadre de cette journée du 10 octobre, est-ce que vous avez des activités déjà planifiées pour sensibiliser la population et être en contact avec elle? Oui, nous avons des activités. Et il y a quelques activités qui sont prévues déjà dans la ville. Tout à l'heure, je disais que les psychologues évoluent de leur côté. Et il y a quand même des psychologues qui se sont réunis. Il y a des activités qui sont en cours. Et que le programme n'est pas bien défini encore. Parce qu'il y a encore certaines modifications ces derniers jours. Et nous sommes en train d'attendre les dernières modifications. Et une autre activité qui est déjà calée, c'est un webinaire. Un webinaire qui va se passer. Et ça va beaucoup plus s'accentuer sur la question de la santé mentale des jeunes à l'église. Nous voulons parler de la dépression des jeunes chrétiens. Et il faudrait que nous puissions briser le silence dans nos communautés chrétiennes. Et voilà en quoi consiste ce webinaire. Et il y a déjà un groupe qui est créé. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est peut-être de nous consulter sur nos pages. Il y a les liens qui sont laissés là-bas. Ils pourront rejoindre ces groupes et pouvoir participer à ce webinaire. Ce webinaire aura lieu le 10, jeudi 10, à partir de 20h. À partir de 20h. Alors, et pourquoi toucher cet aspect religieux, les jeunes et la religion particulièrement? Jeunes et la religion parce que on dit que la loi est établie pour être violée. C'est parce qu'il y a une loi que les gens violent cette loi. En d'autres termes, c'est pour dire que malgré le fait que sur le plan religieux, que ce soit du côté islamique, chrétien, c'est-à-dire il y a des lois qui sont établies, mais l'homme est amené à prendre des risques quand même. Et en prenant ces risques, il se retrouve face à des conséquences. Quel message souhaitez-vous transmettre en cette journée en particulier de la Journée mondiale de la santé mentale? Comme message particulier, moi j'aimerais juste dire que nous devions prendre soin de notre santé mentale. Pour prendre soin de sa santé mentale, il y a des paramètres qui entrent en jeu. Lorsqu'on rencontre des difficultés, il faudrait chercher quelqu'un à qui parler. C'est très important. Lorsqu'on est en face des difficultés, il faut toujours s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Beaucoup de personnes se referment sur elles-mêmes. Beaucoup de personnes sont évitantes, alors qu'elles ne devraient pas. Et pour pouvoir avoir une bonne santé mentale, il faudrait que ces personnes puissent s'ouvrir, pouvoir parler, même s'il faut juste envoyer un message à quelqu'un, dire un problème qui ne va pas. Quelquefois, ces personnes sont méfiantes aussi. Justement, parce qu'elles étaient déçues. Voilà. Et il ne faudrait pas rester sur ça. Parce que plus on reste sur ça, tout à l'heure je disais que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et les mots sur des mots sont dangereux. Donc il faudrait faire très attention. Et l'autre chose, c'est qu'il faudrait pratiquer des activités physiques. Justement, j'allais aussi dire, vous les psychologues, vous recommandez quelquefois le sport. Justement. Vous recommandez l'écoute de la musique. Il faudrait pratiquer le sport au moins, je dis au moins, 1 ou 2 fois par semaine. 1 ou 2 fois par semaine, il faut juste faire des marches. Parce que la marche simplement libère des endorphines. Ce qui peut faciliter le sommeil, ce qui peut faciliter la circulation sanguine, ça peut faciliter beaucoup de choses. Et il faut faire le sport. Et l'autre chose, c'est d'écouter la musique. Parce que la musique est un remède qu'on ne peut pas trouver à la pharmacie. Quand je dis trouver à la pharmacie, qu'on peut, même avec 0 francs, on peut trouver de la musique. Oui. Ailleurs, les gens dépensent très cher pour pouvoir aller dans des concerts, juste pour oublier leurs soucis et revenir. Alors il faut le faire. Profite pour dire que nous avons de très belles musiques au théâtre. Et ça peut nous faire tellement du bien. C'est notre remède alors. Exactement, ça peut nous faire tellement du bien. Bien, Ibrahim Atienemo, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Mana Radio-Télévision. Et nous vous souhaitons également bon vent dans vos activités en espérant que votre cri de cœur soit entendu. Bonne célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Merci. À vous et également à vous, chers téléspectateurs. Merci.
Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cet instant entretien. Je rappelle que nous avons parlé de la journée du 10 octobre qui est consacrée à la sensibilisation à la santé mentale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur MRTV et prenez soin de vous.